Merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter au séminaire des étudiants-chercheurs de l'IRSPOM. Donc aujourd'hui, je vous présente les résultats de mon projet de recherche doctorale intitulé « L'autonomie reproductive des femmes et leur prise de décision vis-à-vis du test prénatal non invasif, étude comparative Liban-Québec ». Donc, mon étude faisait partie d'un projet pan-canadien plus large, dit personnalisation par la génomique du dépistage des aneuploïdies dans le sang maternel. Vous avez sans doute entendu parler des tests prénataux que les femmes enceintes effectuent durant leur grossesse. Aujourd'hui, je vous parle d'un test relativement nouveau qui a été mis sur le marché en 2011. Qu'est-ce qui est différent avec ce test par rapport aux tests traditionnels qui existent déjà? Ce test, il est un test qui se base sur une prise de sang maternelle et qui permet d'analyser l'ADN fœtal dans le sang de la mère. C'est un test sécuritaire puisque il n'y a pas de risque de fausse couche, un risque de perdre le bébé, et il permet une détection précoce des aneuploïdies fœtales à partir de la 8e semaine de grossesse. En plus, il a une sensibilité et une spécificité plus élevées que les tests qui existent déjà. Par exemple, il permet de détecter la trisomie 21 avec une spécificité et une sensitivité de 99,9% par rapport aux tests qui existent. Actuellement, en clinique, il est utilisé pour détecter les trisomies 13, 18, 21, pour déterminer le sexe du fœtus et pour dépister quelques conditions génétiques. Dans un futur qui est proche, ce test permettra de séquencer le génome entier du fœtus, ce qui pourrait révolutionner le vécu de la grossesse de la femme enceinte et donc peut-être ça pourrait changer les attentes des parents quant à la santé de leur futur enfant, quant aux caractéristiques de leur futur enfant. Donc, ce test soulève des enjeux éthiques, sociaux, légaux, qui ne sont pas nouveaux. Mais on peut être que ces enjeux sont exacerbés. Pourquoi? Parce que il a des caractéristiques ou des bénéfices cliniques différents des tests traditionnels. Ainsi, on envisage qu'il y aura un recours accru au test parce qu'il est facile, simple, sécuritaire, sans risque de fausse couche. Donc, ce qui pourrait entraîner une augmentation du nombre d'avortements et une diminution de personnes atteintes d'un handicap dans la société et donc une diminution de la diversité dans la société, ce qui pourrait à son tour entraîner une discrimination et une stigmatisation des personnes qui sont atteintes d'un handicap et diminution des ressources qui leur sont offertes. À son tour, cette situation pourrait entraîner une pression sur les femmes, les partenaires, de recourir de plus en plus au test, d'accepter le test, et l'on se retrouve dans un cercle vicieux où on recourt de plus en plus au TPNI. Donc, on envisage qu'une implantation à large échelle du test, c'est-à-dire s'il est offert à toutes les femmes enceintes et s'il est validé comme un test de diagnostic, que ça va entraîner, ou ça pourrait entraîner, une réduction du seuil de justification de tester. C'est-à-dire, on pourrait tester pour des conditions moins sévères et même non médicales. Donc, ce qui pourrait aussi banaliser l'interruption de la grossesse. Peut-être les parents vont prendre une décision d'interrompre la grossesse sur la base, par exemple, des conditions moins sévères ou même non médicales, et donc ce qui pourrait soulever des craintes quant à une dérive d'une société eugénique. Donc, un argument éthique principal utilisé particulièrement en Occident pour implanter le test en clinique, c'est qu'il favorise l'autonomie reproductive des femmes et des couples, c'est-à-dire qu'il est reflété par un choix d'accéder au test, un choix qui est reflété en clinique par un consentement libre et éclairé.
Durant mon doctorat, j'ai utilisé ce cadre au tout début pour guider mon étude. Cependant, je me suis demandé si donner le choix aux parents d'accéder au test et les informations relatives au test sont suffisants afin de dire que les parents ont fait une décision éclairée par rapport à est-ce qu'ils veulent recourir ou non à ce test. Donc, il me semblait que cette vision de l'autonomie reproductive était un peu trop étroite. J'ai décidé donc d'opter à un cadre beaucoup plus large, beaucoup plus étendu, qui a été développé par Erin Nelson dans son livre Law, Policy and Reproductive Autonomy, dans lequel elle invite à intégrer tous les facteurs entourant la prise de décision et dans lequel elle saisit le contexte dans lequel cette prise de décision prend lieu. Quand je dis contexte ou facteur contextuel, ce sont des éléments différents, entre autres, par exemple, de voir s'il existe une pression implicite ou explicite sur les femmes afin de tester, les impacts psychosociaux d'une décision de refuser ou non le test et les contextes social, politique, institutionnel entourant cette prise de décision. Aussi, en parlant de contexte, j'ai choisi d'effectuer ma recherche qualitative dans deux contextes, Liban et Québec, à cause de leur culture issue de deux histoires religieuses et de deux contextes différents, l'une orientale, l'autre occidentale, ayant façonné de manière importante les valeurs sociales contemporaines. Ainsi, le Québec est une société davantage libérale, alors que le Liban est une société davantage communautarienne. Ici, quand je dis communautarienne et libérale, je vise plutôt une description empirique de la société, c'est-à-dire comment l'individu se met à l'intérieur d'un groupe, la cohésion sociale de l'individu et en termes de solidarité avec les membres de la société et non pas sa relation État avec individu. Le Québec est doté d'un système de santé plutôt public. Le Liban, le système de soins de santé est public et privé. Le Québec est doté d'un système de soins de santé public, donc les tests prénataux sont couverts par ce système, mais ce qui n'est pas le cas encore pour le test prénatal non invasif, alors qu'au Liban, seulement les tests sont couverts pour ceux qui bénéficient d'une certaine assurance publique et ou privée, et le TPNI n'est pas encore couvert. Dans la loi, au Québec, l'avortement est légal à tout moment durant la grossesse et aussi couvert par le système de soins de santé, alors qu'au Liban, il est illégal, n'est permis que pour sauver la vie de la mère. Cependant, il est pratiqué clandestinement en clinique et coûte entre 300 et 5 000 $. Donc, toutes ces considérations m'ont ramené à ma question de recherche qui est la suivante. Quelles considérations éthiques relatives à la vision contextuelle de l'autonomie reproductive devraient orienter l'intégration du test dans ces deux contextes culturels? Afin de répondre à cette question, j'ai établi les trois objectifs suivants. Explorer les perceptions, valeurs et préférences des femmes enceintes et de leurs partenaires. Identifier les facteurs qui influencent leur prise de décision pour accepter ou refuser le test. Et offrir quelques implications pour la pratique clinique. Donc, afin d'atteindre ces objectifs, j'ai utilisé une méthodologie de type qualitative empirique où j'ai effectué, entre autres, 30 entrevues semi-dirigées avec des femmes enceintes et des couples après avoir reçu les approbations du CER dans les deux contextes. Au Liban, j'ai effectué des entrevues avec 6 couples et 9 femmes et au Québec, 7 couples et 8 femmes. C'est l'approche qualitative descriptive qui a guidé la collecte, l'analyse et l'interprétation de mes données. Et c'est par l'aide du logiciel NVivo que j'ai pu analyser, identifier et rapporter les thèmes. Donc, j'ai identifié 4 thèmes qui sont jugés comme étant les facteurs qui influencent la prise de décision
de refuser ou d'accepter le test dans les deux contextes. Les 4 thèmes sont les caractéristiques du test, la gestion de la grossesse incluant l'avortement, le coût et la couverture du test et l'influence des autres, incluant le partenaire et le professionnel de la santé. Donc, les participants, que ce soit au Liban ou au Québec, ils ont dit que les caractéristiques étaient ou influençaient leur prise de décision par rapport au test. Par exemple, selon l'un des participants au Liban, je pense que c'est une excellente alternative à la myosynthèse et c'est meilleur. Ce n'est pas une aiguille qui va dans ton ventre et c'est juste un test sanguin. Donc pour moi, il est plus sécuritaire et ça semble être sécuritaire pour mon bébé. Selon un autre participant au Québec, je pense que les risques versus la myosynthèse sont beaucoup moins importants. Donc en tout cas, je ne vois aucune raison pour refuser. Personnellement, je me vois mal refuser un test qui est non invasif, pratiquement sans aucun risque. Quant à la gestion de la grossesse, l'avortement a été mentionné par de nombreux participants au Liban qui ont refusé le test tout en évoquant la religion comme étant une raison pour refuser ce test. Par exemple, selon l'un des participants, dans tous les cas, même si j'avais fait le TPNI et que Dieu décrétait que le bébé ait une quelconque malformation, je m'y préparerai tout au long de la grossesse. Je suis contre l'avortement, c'est contre la religion, j'accepterai tout ce que Dieu me donnera. Cependant, l'avortement était rarement soulevé par les participants ici et quand il évoquait l'avortement, il référait aux autres hypothétiques. Par exemple, je pense que plus on attend, plus le bébé grandit. Donc, si quelqu'un apprend que son enfant est trisomique à 12 semaines, je pense que ça serait moins difficile que justement d'attendre à 18 ou 20 semaines. Donc, plus on le sait tôt, plus ça peut être moins difficile pour ceux qui décident de ne pas garder l'enfant. L'influence des autres. En effet, le rôle du professionnel de la santé était un facteur essentiel pour la prise de décision pour les parents, les couples ou les femmes enceintes au Liban. Il a été mentionné par 14 des 15 participants. Par exemple, selon l'un des participants, si le médecin dit que, d'un point de vue médical, il croit que le test devrait être fait, il devrait l'être comme n'importe quel autre test. Et définitivement, il n'y aurait aucune raison de le refuser. Cependant, une seule fois, le rôle du professionnel a été mentionné ici par les participants. Ça doit dépendre de comment le médecin le fait valoir à la patiente. Parce qu'à la base, par exemple, moi, je ne voulais pas faire les tests pour la trisomie. Puis, j'ai décidé de faire les prises de sang parce qu'elles étaient remboursées. Aussi, l'influence des autres, incluant le rôle du partenaire. J'ai posé au couple et à la femme enceinte si elle se trouvait dans un éventuel désaccord par rapport à une prise de décision de refuser ou d'accepter le test, si son partenaire aurait une influence ou non sur cette prise de décision. Et c'était la même question qui était posée aux partenaires. Donc, les partenaires hommes au Québec disaient que la décision finale devrait être prise par la femme elle-même parce que c'est son propre corps et c'est à elle de décider. Cependant, les partenaires hommes au Liban s'inclinaient beaucoup plus à chercher un consensus, une décision mutuelle pour arriver à une décision finale. Cependant, les femmes au Liban et au Québec, comme vous le voyez, aussi s'inclinaient beaucoup plus à trouver un consensus par rapport à la décision. Le 4e thème, le coût du test, semblait il a été mentionné par quelques participants au Liban, mais ce n'était pas une barrière importante quand le professionnel le recommandait. Par exemple, s'il est le test nécessaire pour des raisons médicales et que le médecin le recommande, je le ferai aveuglément sans même penser au coût de 600 000 $. Je le ferai parce que je dois le faire. Cependant, le coût a été mentionné par la majorité des participants ici au Québec. Par exemple, selon l'un des participants, moi c'est sûr, je l'aurais fait si ça n'avait pas été du 800 $. J'aurais fait la prise de sang sans hésiter. Eh bien, c'est sûr que pour ma part, je ne débourse pas de ma poche. Donc, où tous ces thèmes ou comment interpréter tous ces thèmes?
Je vous rappelle ici de mon cadre conceptuel basé sur l'autonomie reproductive contextuelle et de ma question de recherche, ainsi que des éléments que j'ai utilisés afin d'interpréter mes thèmes. Donc, comment expliquer le fait que le coût du test au Liban n'était pas, par exemple, mentionné par la majorité des participants, alors que ce n'était pas le cas ici? En effet, au Liban, il y a une absence de couverture universelle, donc les gens sont habitués face à l'absence d'une égalité d'accès aux soins, y compris les tests prénataux, ce qui n'est pas le cas au Québec, où le système de santé est plutôt public, et il y a une norme de ne pas payer les services de santé, y compris les tests prénataux. Cependant, une absence d'une couverture du test dans les deux contextes va contraindre le choix des femmes et des couples parce que l'accès sera limité uniquement à ceux qui ont les ressources pour payer le test. Cependant, notre résultat sur le fait que la couverture va envoyer un message implicite, une recommandation implicite aux parents de faire le test, signifie que les professionnels auront un rôle important dans le conseil et l'éducation des femmes et des couples parce qu'ils devraient insister sur le fait que le test reste un choix et ils ont toujours le choix de le refuser même s'il est couvert par le système de soins de santé. Le rôle du professionnel aussi, pourquoi il a été mentionné par la majorité des participants au Liban? En effet, ceci s'explique par une dynamique différente entre patients et professionnels de la santé au Liban et au Québec. En effet, le professionnel, il est tenu en haute estime. Il peut être un ami, mais aussi un membre de la famille au Liban. Et la relation de confiance qui est au cœur de cette relation patient et professionnel de la santé crée une attente que le professionnel va donner une recommandation claire et une orientation claire pour la prise de décision, d'où l'approche directive du conseil génétique. Cependant, au Québec, on met beaucoup l'accent sur l'autonomie de la femme ou de la patiente, ce qui est une approche recommandée par les lignes directrices comme celle des sociétés des obstétriciens et gynécologues, d'où l'approche non directive du conseil génétique. Aussi, le rôle du partenaire s'explique par une dynamique différente entre le partenaire, la famille et la femme enceinte, que ce soit au Liban et au Québec. Le Liban est une société davantage communautarienne. La famille est impliquée dans les prises de décisions qui sont relatives à la santé, ce qui pourrait expliquer l'influence de la préférence du partenaire sur cette décision de refuser ou d'accepter le test. Cependant, le Québec est une société davantage libérale où les femmes ont leur choix reproductif, leur autonomie reproductive protégée légalement et socialement, ce qui pourrait influencer la mesure dans laquelle le partenaire se sent capable de s'impliquer, mais aussi la mesure dans laquelle la femme s'attend à la participation de la part de son partenaire dans la prise de décision. La gestion de la grossesse, en effet, l'implantation du test dans le système libanais va augmenter les choix qui sont disponibles par rapport au test pour les femmes enceintes, mais ne va pas changer leur choix quant à la gestion de la grossesse parce que l'avortement est illégal, même s'il est effectué clandestinement. Cependant, je me demande si une détection précoce et un diagnostic précoce pourrait être une meilleure option pour les patients faisant face à un avortement clandestin. Pourquoi? Parce qu'un avortement qui est fait plus tôt durant la grossesse pourrait impliquer moins de risques sur la santé de la femme. Cependant, l'implantation du TPNI au sein du système québécois il n'est pas uniquement perçu comme un droit de la femme, mais il permet d'augmenter leur choix reproductif parce qu'une décision de tester et d'interrompre une grossesse est protégée et gratuite pour les femmes enceintes. Donc, où tous ces résultats nous ramènent? En effet, le défi pour les bioéthiciennes
pour les bioéthiciens au XXIe siècle, c'est d'explorer la possibilité de trouver un cadre commun de moralité entre les différentes cultures, tout en reconnaissant et en respectant la diversité culturelle. Donc, comment nos données pourraient être mises en œuvre, pourraient informer la pratique? Ainsi, en se basant sur mon cadre conceptuel de la vision contextuelle de l'autonomie reproductive, je prends un cas où je me demande comment un professionnel de la santé québécois devrait répondre à une demande d'un couple libanais pour un conseil directif concernant une décision liée au test. Ou, similairement, comment un professionnel de la santé libanais devrait répondre à une demande d'un couple québécois pour un conseil non directif concernant une décision liée au TPNI. Afin de répondre à ces demandes, une approche des soins culturellement adaptée pourrait être employée. Cette approche de soins inclut que les professionnels pourraient offrir des services de façon à être en accord avec les valeurs, les besoins, les préférences et les attentes de leurs patients. Et généralement, c'est la culture des patients qui prévaut dans une situation où elle est en désaccord avec le règlement de l'établissement médical. Ceci étant dit, donc, dans le premier cas, le professionnel pourrait répondre à la demande du couple pour une recommandation directe et il pourrait être réceptif et soutenir la demande du couple au cas où il décide, par exemple, d'inclure les membres de la famille dans leur prise de décision. Dans l'autre cas aussi, similairement, le professionnel de la santé devrait répondre à un conseil non directif et soutenir le couple au cas où il décide de ne pas impliquer la famille dans leur prise de décision. Donc, enfin, cette étude empirique confirme que la vision contextuelle de l'autonomie reproductive répond mieux aux défis pratiques rencontrés en clinique dans le but de fournir les soins optimaux et adaptés. Parfois, quand on fournit au couple le choix, seulement est de lui dire « allez décider, voici les choix que vous avez, prenez une décision », ça pourrait nuire à leur autonomie et non pas l'aider et non pas les guider à prendre une décision, par exemple, comme c'est le cas du couple libanais. Quelques forces et limites. Parmi les limites, l'échantillon, la diversité et le statut socio-économique étaient limités. Parmi les forces, cette étude compare la prise de décision autour du test dans deux contextes différents, mais aussi rapporte les perceptions des partenaires. En effet, dans la littérature, on trouve beaucoup les perceptions plutôt des femmes enceintes. Mon take-home message, c'est que les différences interculturelles qu'on perçoit initialement comme des barrières peuvent au contraire constituer des opportunités pour une approche de soins personnalisée et améliorée. Bien sûr, chaque approche, que ce soit en Orient, en Occident, elle a ses limites et ses forces, mais on pourrait s'inspirer mutuellement des autres approches de soins afin de ressortir une nouvelle et meilleure façon d'offrir les soins. Je remercie mes directeurs de thèse et mes participants à l'étude, les collègues Brennestas aussi, l'équipe du projet Pégase et les organismes subventionnaires, surtout l'IRSPOM, qui m'a donné l'opportunité de présenter aujourd'hui au séminaire. Merci.